Où est Riquetti? Il était là à l'instant. Il a disparu. Je suis désolée, Monsieur Poirot. Bien sûr. Bonne chance, mademoiselle Royce. Comment est-ce possible? Encore un meurtre? Oui, monsieur. Un autre meurtre. Et pour la deuxième fois, Poirot est arrivé trop tard. Concentre-toi, Poirot. Résume ce que tu sais. D'abord, mademoiselle Bourget a été égorgée par un objet fin et très tranchant. Probablement un scalpel. Ensuite, il y a un morceau de billet déchiré qu'elle tenait dans sa main. Et par terre, un ruban provenant d'une liasse de billets de 10 000 $. Enfin, un télégramme destiné à M. Riquetti a été trouvé parmi les affaires de la victime. Un télégramme très compromettant pour lui. Ces éléments racontent une histoire, peut-être même plusieurs. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Qu'avons-nous ici? Une découverte intéressante. Eh oui, nul n'échappe au regard perçant de Poirot. Monsieur Hayashi, que pouvez-vous me dire sur la mort de mademoiselle Bourget? Voyons... J'ai passé l'après-midi à jouer au billard avec Tim. Mademoiselle Bourget lisait dans un coin du salon. Quand vous avez convoqué Tim, je suis sorti avec lui pour chercher quelqu'un d'autre avec qui jouer. Mademoiselle Bourget allait parfaitement bien quand nous l'avons quittée. Et ensuite? Dehors, j'ai vu le steward, Tarek, sur le pont. Je lui ai demandé s'il voulait jouer, mais il était de service. Je m'y attendais un peu. Puis j'ai aperçu M. Riquetti à la proue. Je suis allé lui demander s'il souhaitait faire une partie. Nous avons discuté une dizaine de minutes. Il a fini par accepter. Nous sommes retournés ensemble au salon et c'est là que nous avons trouvé mademoiselle Bourget morte. Dites-moi, Tarek, que faisiez-vous au moment de la mort de mademoiselle Bourget? J'étais sur le pont, près de la passerelle. Le capitaine m'avait demandé de monter la garde. Et vous n'avez rien vu d'inhabituel ou d'inattendu? Pas vraiment. J'ai vu M. Hayashi et M. Allerton quitter le salon ensemble. M. Hayashi m'a interpellé pour me demander si je voulais jouer au billard. Mais j'ai décliné, j'étais en service. Pas le temps de jouer. Une arme fine et très coupante lui a tranché la gorge. Peut-être un scalpel. Un morceau déchiré d'un billet de 100 $ dans sa main. Un ruban servant à attacher des liasses de billets. Il devait y avoir au moins 10 000 $ ici, mais l'argent a disparu. C'est ici que j'ai trouvé le télégramme crypté de M. Riquetti. Mes petites cellules grises ne m'abandonnent jamais.
Mission accomplie. Excellente déduction. Brillant. Une trousse de médecin contiendrait sans aucun doute un scalpel, peut-être même plusieurs. Ce qui m'a d'ailleurs été confirmé par mademoiselle Royce qui a fouillé sa cabine. Je vais devoir l'interroger. Qui est le plus grand détective du monde? Brillant. Mes petites cellules grises ne m'ont pas fait défaut. Excellente déduction. C'est dans des moments comme celui-ci que mon bon ami Hastings me manque. Mademoiselle Royce serait un bon choix, mais hélas, elle poursuit actuellement son propre destin. Vous devrez faire l'affaire. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre rôle est d'écouter. Suivez bien mon raisonnement, si vous le pouvez. Je sais que Louise Bourget voulait faire chanter M. Riquetti avec son télégramme. Mais je sais aussi que vous, Tarek et M. Riquetti avez des alibis. Aucun de vous n'aurait pu tuer mademoiselle Bourget. Pourtant, une somme importante a bien été payée pour un chantage. Où pourrait se trouver cet argent à présent? D'accord. Laissez-moi réfléchir. Eh bien, il semble évident que Louise faisait chanter quelqu'un d'autre. Excellent. En effet, Louise Bourget devait faire chanter à la fois Riquetti et une autre personne à bord, liée à une autre affaire. Mais laquelle? Le meurtre de Madame Doyle? Exactement. La victime du chantage aurait pu simplement payer, mais si son secret était révélé, elle risquait la peine de mort. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Mais qu'avait découvert Louise Bourget? Louise avait découvert l'identité du meurtrier. Précisément. Louise savait qui avait tué Madame Doyle. Elle a préféré faire chanter cette personne au lieu de me prévenir. Au lieu d'être payée par le meurtrier, elle a payé de sa vie.
Qu'en est-il de Riquetti? Je crains que mademoiselle Bourget ait vu les bénéfices du chantage, mais pas le danger. Elle comptait sans doute aussi faire chanter Riquetti. Mais elle a été tuée avant d'en avoir eu l'occasion. Bien sûr. Vous avez raison, monsieur Poirot. C'est brillant. Oui, je sais. Il est évident que les décès de Madame Doyle et de Mademoiselle Bourget sont liés. Il est possible que la même personne ait tué les deux femmes. Enquêter sur la mort de Madame Doyle me mènera sûrement au meurtrier de Mademoiselle Bourget. Monsieur Tarek, pourriez-vous transporter le corps dans la chambre froide de la cale? Faire quoi? Ah, oui, monsieur. Pardonnez-moi, je suis plus habitué à des demandes du genre. Pourrais-je avoir un autre verre de vin? Il est temps pour moi de parler au docteur Bessner. Docteur Bessner, désolé de vous déranger. Monsieur Doyle, comment allez-vous? Ma jambe me fait mal, mais Bessner a dans son sac des petites pilules magiques qui aident bien. Son état s'est aggravé, il a de la fièvre. Nous devons vraiment l'emmener à l'hôpital d'Assouan dès que possible. Ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. Nous attendons que mademoiselle Royce revienne avant de partir. En attendant, pourriez-vous me montrer vos scalpels, s'il vous plaît? Je veux vérifier s'il vous en manque un. Il m'en manquerait un? Je vous assure que je prends grand soin de mes instruments. Louise Bourget a été retrouvée la gorge tranchée par une arme petite, fine et tranchante. Probablement un scalpel. Vous pensez que moi, Karl Bessner, connu dans toute l'Autriche, moi, avec mes cliniques, mes patients de haut rang, j'aurais tué une misérable petite femme de chambre? Ah, mais c'est ridicule, absurde ce que vous dites. Aucun de mes scalpels ne manque, pas un, je vous dis. Ils sont tous là, bien rangés à leur place. Vous pouvez voir par vous-même. Comme je le craignais, il manque un scalpel. Docteur Bessner, il vous manque un scalpel. Was? Cette insulte à ma profession, je ne l'oublierai pas. Oh, vous avez mis l'ancien en rogne. Vous voilà, monsieur Poirot. C'est d'une importance capitale. J'ai des informations cruciales. Monsieur Doyle, je sais qui a tué votre épouse. Quoi? Mes théories sont totalement confirmées. Les instincts profonds, primitifs, primordiaux. Ça peut paraître impossible, fantastique, mais c'est la vérité. Dois-je comprendre que vous avez en votre possession des preuves qui désignent l'assassin de Madame Doyle? Bien sûr que j'en ai. Vous serez d'accord, n'est-ce pas, pour dire que celui qui a tué Louise Bourget est aussi celui qui a tué Lynette Doyle, que ces deux crimes ont été commis par la même main. Vous voulez dire que vous avez une théorie sur l'identité du meurtrier de Louise Bourget? Non, j'ai une certitude. J'ai vu la personne de mes propres yeux. Pour l'amour du ciel, commencez par le début. Vous dites connaître l'identité du meurtrier de Louise Bourget? Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. J'étais sur la terrasse du bar. Je voulais... quelque chose pour m'aider à dormir. Je ne voulais pas que ma fille le sache. Elle a tendance à désapprouver. Comme je le disais, j'étais sur la terrasse quand j'ai vu... Je n'y ai pas prêté attention, bien sûr. Mais quand j'ai appris que Louise avait été tuée dans le salon, j'ai tout compris. Peut-être que vous avez compris, mais moi je ne comprends rien. Calmez-vous, reprenez depuis le début avec des détails. Oui, oui. J'étais en haut de l'escalier de la terrasse, sur le point de descendre, et j'ai vu le meurtrier. C'était...
Dieu, Poirot, que se passe-t-il? Avez-vous vu quelqu'un passer en courant? Non? Ne bougez pas d'ici. Le meurtrier a encore disparu. Encore un meurtre? Qui cette fois? Je suis désolé. Mon Dieu! Maman! Qu'avez-vous vu? Rien. Je regardais le Nil de l'autre côté, sur le pont tribord. J'ai entendu un coup de feu et j'ai accouru. Probablement pas la décision la plus intelligente. Avez-vous croisé quelqu'un? Non, personne. Pourquoi j'ai couru vers quelqu'un qui tirait avec une arme, je ne le saurais jamais. Si l'instinct vous reprend, je vous conseillerais de lui résister. Et vous, Madame Allerton? Je lisais dans ma cabine, j'ai entendu du bruit et j'ai jeté un œil dehors. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je n'ai vu personne. Merci, Madame. Viens voir Poirot, ma petite merveille. Avez-vous vu quelque chose? Non, j'étais dans votre cabine avec Rosalie, comme vous l'aviez demandé. Nous discutions quand nous avons entendu le coup de feu. Rosalie est devenue blanche comme un linge et s'est précipitée dehors. Je l'ai suivie. J'ai entendu le coup de feu, des cris, et je suis sortie. Mais je n'ai vu personne non plus. C'est horrible. Pauvre Rosalie. Oui, cette rivière ressemble moins au Nil qu'au Styx. Avez-vous vu quoi que ce soit qui pourrait nous aider? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais après vos accusations scandaleuses, je suis allé me calmer sur le pont. J'étais à l'arrière, seul, quand j'ai entendu le coup de feu. Je ne pouvais rien voir de là où j'étais. Ces dames sont alors arrivées. Oui, nous avons entendu le coup de feu. Nous sommes venus voir ce qui se passait, et maintenant, il y a un autre cadavre. Je veux descendre de ce bateau. Calmez-vous, cousine Marie, je vous en prie. Nous étions ensemble en train de remonter du pont inférieur. Nous n'avons rien vu du tout. Mademoiselle Otterbourne, je partage votre douleur. Il faut que j'examine la scène du crime. Peut-être qu'un peu d'air frais vous ferait du bien. Une balle dans la tête, derrière l'oreille gauche. Un gros calibre. Elle est morte sur le coup. Une autre vie fauchée sur ce maudit bateau. Quelle horreur! Vous étiez près de la porte et vous n'avez vraiment rien vu? Non, pas même une ombre. Poirot, je vous en supplie, faites quelque chose! Encore un meurtre. Le tueur se moque de Poirot. C'est un cauchemar. Le canon est encore chaud. C'est certainement l'arme du crime. J'ai déjà vu ce pistolet quelque part.
Oui. Étant donné l'impact de balle derrière l'oreille gauche de Madame Otterbourne, le meurtrier devait se trouver sur sa gauche. Le meurtrier a dû fuir vers l'avant du bateau. Autrement, je l'aurais vu passer par la porte. Précisément. Ce sont des applaudissements que j'entends. Elle allait révéler qui elle avait vu entrer dans le salon pour tuer Louise. C'est sûrement la même personne qui l'a fait taire avant qu'elle ne puisse parler. Un excellent travail de détective, naturellement. Mademoiselle Royce m'a dit qu'elle avait vu ce pistolet dans la cabine de M. Pennington. Il va falloir que je l'interroge après mon examen des lieux. Il doit encore être dans le salon. Une nouvelle victoire pour Poirot, bien sûr. L'animal humain ne cesse jamais de me surprendre. Les autres animaux s'enfuient quand ils entendent un coup de feu. Avec les humains, on ne peut jamais compter sur une réaction aussi rationnelle. Le meurtrier avait peu d'options pour s'échapper. Je peux exclure la possibilité qu'il ait sauté à l'eau. Tout le monde aurait entendu le plongeon. Je peux également exclure les suspects qui se trouvaient à l'arrière. Il est clair que le meurtrier a fui vers l'avant. Par conséquent, le meurtrier se trouve maintenant soit sur le pont supérieur parmi les passagers présents, soit il a sauté sur le pont inférieur et s'y cache. Qui d'autre aurait pu réussir ? Laissez-moi passer, je vous en prie. J'ai été informé de ce qui s'est passé. C'est terrible. Mes sincères condoléances, mademoiselle. Merci, capitaine. Cette situation me dépasse complètement. Comment puis-je vous aider, monsieur Poirot? Nous devons placer le corps de Madame Otterbourne en chambre froide, avec les autres. Mais surtout, nous devons assurer la sécurité des autres passagers. Je m'occupe immédiatement de Madame Otterbourne. Tarek? Samir? Venez m'aider. Merci, capitaine. Ensuite, restez en alerte. Ne vous inquiétez pas. Mon équipage et moi serons vigilants. Comment va Monsieur Doyle? La fièvre a empiré, mais je viens de lui administrer un antibiotique. Et Mademoiselle Bowers veille sur lui. Nous ne pouvons rien faire de plus pour l'instant. Trouvé. Voilà Monsieur Pennington. Eh oui, nul n'échappe au regard perçant de Poirot. Excellent. Un autre disque pour ma collection. Eh oui, nul
nul n'échappe au regard perçant de Poirot. Monsieur Pennington, vous n'avez pas entendu un coup de feu? Maintenant que vous le dites, oui, peut-être bien. On a tiré sur quelque chose? Sur quelqu'un? Madame Otterbourne. Elle est morte. Madame Otterbourne? Qui voudrait tuer cette vieille dame inoffensive? Quelqu'un qui a apporté une arme à bord. C'est votre pistolet qui a tué Madame Otterbourne. Mon pistolet? Vraiment? Est-ce une accusation? Je n'ai pas bougé depuis la dernière fois que nous avons parlé. Et de toute façon, tout le monde savait que je gardais une arme dans ma cabine. Je l'ai mentionné au dîner. C'est vrai. Il a montré son arme à Monsieur Hayashi hier soir au restaurant. Tout le monde l'a vue et aurait pu la voler dans sa cabine. D'autant plus qu'elle n'était pas particulièrement bien cachée. D'ailleurs, pourquoi aurais-je voulu la tuer? Il y a un mobile évident, monsieur. Madame Otterbourne a été tuée parce qu'elle connaissait l'identité du meurtrier de Mademoiselle Bourget. Elle devait mourir avant de révéler son identité. Alors vous pensez vraiment que c'est moi le meurtrier? J'avoue qu'il serait plaisant de résoudre cette affaire en vous accusant, mais je sais que vous n'êtes pas le meurtrier. Monsieur Ferguson était à l'extrémité du pont, près du salon. Il affirme n'avoir vu personne. S'il ment, alors c'est notre meurtrier, ce qui signifie logiquement que ce n'est pas vous. Et s'il dit la vérité, ça prouve que vous n'avez pas quitté le salon. Dans les deux cas, son témoignage vous innocente. Enfin, un peu de bon sens. Bon, puisque vous n'êtes pas la police, auriez-vous l'amabilité de me rendre mon pistolet? Je vous suggère d'en prendre davantage soin. Et ne soyez pas si satisfait de vous-même, monsieur. Vous et moi n'en avons pas fini. J'ai épuisé toutes les pistes possibles concernant le meurtre de Madame Otterbourne. Il est évidemment lié à celui de Lynette Doyle. Mais comment? Je dois revenir à sa mort. Résoudre cette affaire me mènera à celui ou celle qui a transformé cette croisière en cauchemar. Avec toutes ces tragédies, je n'ai pas eu un seul moment pour réfléchir calmement. Je dois revisiter certains détails, et je sais par où commencer. Tim Allerton m'a donné une information qui lui semblait anodine, mais qui a réveillé mes petites cellules grises. Mais avant que j'aie pu creuser cette piste, nous avons été interrompus par la mort de Mademoiselle Bourget. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, Monsieur Allerton m'a dit qu'il avait entendu un plouf à minuit 26 près de la proue. Mais Mademoiselle Otterbourne a admis avoir jeté les bouteilles de sa mère à 1h10, près de la poupe. 2 ploufs, 2 objets jetés à l'eau la nuit dernière. Je dois découvrir ce qu'était le premier. Viens voir Poirot, ma petite merveille. Viens à moi, scintillante petite moustache. Parfait. D'ici, je devrais pouvoir récupérer ce qui a été jeté à l'eau.
Tenez, monsieur. J'ai apporté ce qu'il faut pour sonder le fond, comme vous l'avez demandé. Merci beaucoup. Mettons-nous au travail. Nous ne devons pas perdre de temps. Je vais vous guider. Merveilleux! Une prise réussie. Voyons quel trésor vous nous avez remonté. Une boîte de conserve. Elle doit être là depuis des années. Une chaussure usée, en lambeaux. Elle a bien servi. Un bracelet en morse. Quel drôle d'endroit pour trouver une chose pareille. Une bouteille en plastique, probablement jetée par-dessus bord par un touriste peu soucieux de l'environnement. Ces couleurs. J'ai déjà vu ce foulard quelque part. Il y a un trou avec des marques de brûlure sur les bords. Ce mouchoir est assez ordinaire, pas cher. Il est taché, rouge. Du sang? Non. Après une nuit au fond du Nil, la couleur aurait dû s'estomper. Mais la tache est toujours aussi vive, comme si elle venait d'être faite. Ça ressemble plus à de l'encre rouge. Ah, le voilà. Le fameux revolver de Mademoiselle de Belfort. Et l'arme présumée du crime. 3 balles manquent. 3? Je sais enfin ce qui a été jeté à minuit 26. Une écharpe déchirée, un mouchoir taché et le revolver de Mademoiselle de Belfort, avec 3 balles manquantes. Les pièces du puzzle s'assemblent. Alors vous savez qui est le meurtrier, monsieur Poirot? Presque, Samir. Grâce à cette pêche fructueuse, je peux maintenant tirer de nouvelles conclusions. Un meurtrier s'est bien ri de Poirot. Mais le rire s'étrangle vite dans la corde du bourreau. Lorsque j'ai inspecté la cabine de Madame Doyle, je me souviens avoir vu un flacon de vernis à ongles étiqueté rose, alors que le liquide à l'intérieur était clairement rouge. Le contenu de ce flacon mérite un examen plus attentif. Précisément. Ce sont des applaudissements que j'entends? Ce foulard appartient à Mademoiselle Van Schuller. Il a disparu dans le salon la veille du meurtre de Madame Doyle. Vu la taille du trou et les marques de brûlure autour, il est évident que quelqu'un a tiré une balle de petit calibre dans ce foulard à bout portant. Qui est le plus grand détective du monde ? D'après les témoignages et mon analyse de la scène du crime, il n'y a eu que 2 coups de feu cette nuit-là. Celui tiré par Mademoiselle de Belfort, qui a blessé Simon Doyle,
et celui qui a tué Lynette Doyle. Un excellent travail de détective, naturellement. C'est ça. Un puzzle de moins à résoudre. Et voilà, j'ai maintenant tous les éléments nécessaires pour reconstituer les événements de la nuit du meurtre de Lynette Doyle. L'atmosphère dans la cabine de Madame Doyle est pesante. Mon souvenir était exact. Ça ne sent pas du tout le vernis à ongles, ni le sang. C'est de l'encre rouge. Et avec l'aide de mes petites cellules grises, je vais résoudre le meurtre de Madame Doyle.
Samir, auriez-vous l'amabilité de rassembler tous les passagers dans le salon le plus rapidement possible? Tout le monde? Même Monsieur Doyle, dans son état? Oui, il est absolument crucial que tous les passagers soient présents. Je compte sur vous. Tout de suite, Monsieur Poirot. Puis j'ai arrêté Riquetti au temple d'Abu Simbel. Il était blessé, alors je l'ai laissé à la police locale pour qu'il soit soigné. Je vois. Assez parlé de moi. Et vous? Avez-vous avancé sur le meurtre de Louise? Riquetti affirme que ce n'est pas lui. Pour une fois, il dit la vérité. C'est peut-être un meurtrier, mais ce n'est pas notre meurtrier. La meilleure preuve est qu'un autre meurtre a eu lieu sur le bateau pendant votre absence. Madame Otterbourne est morte. Oh non! Cette pauvre femme? Qui a fait ça? J'allais justement répondre à cette question. Tout le monde doit être rassemblé dans le salon. Si vous voulez bien y aller, je vous rejoindrai sous peu. D'accord, j'y vais. Je vois que tout le monde est là, même Monsieur Doyle. J'espère que vous avez une bonne raison d'avoir déplacé M. Doyle. Il est dans un état très grave, comme je l'ai dit plus d'une fois, mein Herr. Ça va aller. Je veux entendre ce que M. Poirot a découvert sur le meurtre de Lynette. Merci, monsieur. Donc, lorsque nous avons commencé notre enquête, nous avions deux hypothèses. La première était que le meurtre n'avait pas été prémédité. Le meurtrier assiste à la scène entre Mademoiselle de Belfort et Monsieur Doyle, attend que tout le monde quitte le salon, attrape le revolver sous la chaise et abat Lynette Doyle. La seconde hypothèse était que le meurtre avait été méticuleusement prémédité. Correct, Mademoiselle Royce? Correct. Très vite, nous avons pu écarter l'une de ces deux hypothèses. Le meurtre a été soigneusement planifié et exécuté avec une précision absolue, chaque détail ayant été soigneusement préparé à l'avance. Jusqu'au fait de droguer ma bouteille de vin la nuit du crime. Examinons les éléments qui confirment cette hypothèse. Mademoiselle Robson a vu Mademoiselle de Belfort tirer avec son revolver. Elle a vu Simon Doyle s'effondrer sur une chaise et a vu qu'il pressait un mouchoir contre sa jambe. C'est exactement ce que j'ai vu. Qu'avait entendu et vu Monsieur Hayashi? Il a entendu un coup de feu et il a trouvé Doyle avec un mouchoir taché de rouge pressé contre sa jambe. Je peux le confirmer. Que s'est-il passé ensuite? Monsieur Doyle a insisté pour que Mademoiselle de Belfort soit éloignée, qu'elle ne soit pas laissée seule. Ensuite, il a suggéré que Monsieur Hayashi aille chercher le docteur. Ainsi, Mademoiselle Robson et Monsieur Hayashi sortent avec Mademoiselle de Belfort et, pendant les 5 minutes suivantes, ils sont occupés du côté bâbord du pont. Les cabines de Mademoiselle Bowers, du docteur Bessner et de Mademoiselle de Belfort se trouvent toutes du côté bâbord. Donc, quelqu'un a eu 5 minutes seul pour aller tuer Madame Doyle. Mais qui? Simon Doyle. C'est tout bonnement insensé. Vous pensez qu'un homme avec un os fracturé et une attelle à la jambe aurait pu traverser le bateau et tuer quelqu'un? Je vous le dis, il était impossible pour Simon Doyle de quitter ma cabine. Et pourtant, ça semble impossible, mais c'est néanmoins la vérité. Lors de mon enquête, j'ai réussi à récupérer le revolver de Mademoiselle de Belfort qui avait été jeté à l'eau. Il était enveloppé dans un mouchoir taché. Pour un œil non averti, cette tache aurait pu être prise pour du sang. Mais les yeux d'Hercule Poirot sont affûtés. La tache était en réalité de l'encre rouge, provenant d'un des flacons de vernis à ongles de Madame Doyle. Ainsi, quand Mademoiselle Robson et Monsieur Hayashi ont vu Mademoiselle de Belfort tirer sur Monsieur Doyle, et qu'il s'est tordu de douleur sous l'effet de la blessure, tout n'était qu'une mise en scène.
Tout était orchestré. Monsieur Doyle a utilisé ce mouchoir imbibé d'encre rouge pour faire croire qu'il saignait d'une balle dans la jambe. Il a réussi à tromper tout le monde. Mais je l'ai porté. J'ai bien vu qu'il souffrait vraiment. Tout à fait exact. Il était bien blessé lorsque vous l'avez porté. Mais vous venez de dire que... Un peu de patience, je vous prie. Nous arrivons à la partie la plus audacieuse de ce plan. Comme je l'ai mentionné plus tôt, après que Mademoiselle de Belfort a tiré, Monsieur Doyle a insisté pour que Mademoiselle Robson et Monsieur Hayashi l'éloignent du salon. À ce moment-là, il est seul. 2 minutes suffisent à Simon Doyle. Il ramasse le revolver sous le canapé, court comme un lièvre, en silence le long du pont tribord, entre dans la cabine de sa femme, s'approche d'elle alors qu'elle dort, lui tire une balle dans la tête, pose le flacon d'encre rouge et revient en courant. Mais que fait-il ensuite? Il s'assoit à nouveau sur sa chaise et se tire une balle dans la jambe. C'est à ce moment-là qu'il est réellement blessé. Mais qu'en est-il du coup de feu? Nous aurions dû l'entendre, comme le premier. J'ai même entendu un plouf dans l'eau, ce qui fait bien moins de bruit. Bien observé, mon jeune ami. Monsieur Doyle a utilisé un objet pour étouffer le bruit du tir. Souvenez-vous, la nuit du meurtre, Mademoiselle Van Schuller avait perdu son foulard. En réalité, c'est Simon Doyle qui l'a volé et l'a caché sous un coussin, préparant ainsi son crime. Misérable! Comment osez-vous m'impliquer dans vos manigances répugnantes? Nous avons repêché le foulard, le mouchoir et le revolver de Mademoiselle de Belfort dans le Nil. Comme vous pouvez le voir, le foulard présente un trou entouré de traces de poudre, provoquées par une balle tirée à bout portant. Vous, Dr Bessner, avez examiné le corps de Lynette Doyle. Vous vous souvenez que la blessure présentait des traces de brûlure, ce qui signifie que le pistolet avait été placé très près de la tête quand l'arme a fait feu. Oui, c'est exact. Grâce à ce foulard, nous savons donc que le coup de feu a été étouffé. Mais ce n'est pas le tir qui a tué Lynette Doyle, car nous savons maintenant que les marques de brûlure sur sa peau signifient que le canon du pistolet était plaqué contre sa peau, sans rien entre les deux. Ça ne peut pas non plus être le tir de Mademoiselle de Belfort sur Simon Doyle, car personne n'a mentionné qu'il avait été étouffé. Étant donné ces faits, la conclusion est évidente. Une 3e balle a été tirée cette nuit-là. La 3e balle manquante du revolver. Vous rendez tout ça si simple et logique. Parce que ça l'est, monsieur Ferguson. Le foulard de Mademoiselle Van Schuller a servi à étouffer le son du tir quand monsieur Doyle s'est tiré une balle dans la jambe. Mais ce n'est pas la fin du parcours du revolver. Monsieur Doyle a enveloppé le revolver dans le mouchoir taché, puis les a mis dans le foulard et a jeté le tout par la fenêtre dans le Nil. Et c'est le plouf que j'ai entendu. Exactement, monsieur Allerton. Il fallait un timing très précis. Mais monsieur Doyle a agi froidement et rapidement, tout comme quand il a assassiné sa femme. Vous êtes à la hauteur de votre réputation, monsieur Poirot. Vos théories sont spectaculaires. Mais quelque chose me tracasse. Si je suis ce meurtrier diabolique qui a tué sa femme, comment expliquez-vous les meurtres de Louise et de Madame Otterbourne? Quelles absurdités allez-vous inventer pour expliquer comment j'aurais pu commettre ces crimes? Et pourquoi? D'après votre théorie, j'étais réellement blessé et alité sous la surveillance du docteur Bessner toute la journée. En fait, vous êtes mon alibi. J'étais dans la même pièce que vous quand Madame Otterbourne a été tuée. Vous avez tout à fait raison, monsieur Doyle. J'espère que vous ne pensiez pas que j'en avais terminé. Passons à présent au meurtre de ces malheureuses femmes. Vous ne pouviez pas tuer Mademoiselle Bourget et Madame Otterbourne, monsieur Doyle, mais vous n'êtes pas totalement innocent de leur mort non plus. Souvenez-vous du témoignage de Louise. Quand je lui ai demandé si elle avait vu quelque chose la nuit précédente, elle a donné cette réponse étrange. Naturellement, elle a
Si je n'avais pas pu dormir, si j'étais monté sur le pont, alors peut-être que j'aurais vu cet assassin, ce monstre, entrer ou sortir de la cabine de madame. Que nous disait-elle exactement? Mademoiselle Bourget a menti en disant qu'elle n'avait rien vu. Elle avait bel et bien vu le meurtrier, Monsieur Doyle, entrer dans la cabine de Lynette. Mais au lieu de venir me voir, elle a préféré tirer profit de son savoir. Elle a tenté de faire chanter Monsieur Doyle. Elle lui a envoyé un message soigneusement formulé et il a répondu « Vous n'avez rien à craindre, je vais m'occuper de vous. » Des codes secrets maintenant? Ridicule. Et vous ne répondez toujours pas à ma question. Comment aurais-je pu tuer Louise dans le salon alors que je peux à peine marcher? C'est très simple. Si vous n'avez pas tué Louise Bourget, alors vous aviez forcément un complice. Un complice? Vous m'accusez? Ce complice ne peut être que Jacqueline de Belfort. Quoi? Je vous demande pardon? Vous êtes fou! Comme je le disais, c'était un plan très habile et soigneusement pensé. Ce n'était pas un hasard si Simon Doyle avait une bouteille d'encre rouge sur lui. Non, c'était prévu. Ce n'était pas un hasard s'il avait un simple mouchoir blanc sur lui. Ce n'était pas un hasard si le coup de pied de Jacqueline de Belfort a envoyé le revolver sous le canapé, là où il resterait hors de vue et oublié jusqu'au moment opportun. Alors vous croyez réellement que Mademoiselle de Belfort et Monsieur Doyle sont complices? Certainement. Les deux moitiés d'un même meurtre. Qu'est-ce qui donnait un alibi à Simon? C'est la balle que Mademoiselle de Belfort a tirée dans la jambe de Monsieur Doyle qui lui a servi d'alibi. Même s'il avait été laissé seul, il n'aurait pas pu ramper jusqu'à la cabine de sa femme pour la tuer. Mais Mademoiselle de Belfort ne l'a en réalité jamais blessé avec ce tir. Il a fait semblant d'être blessé, lui évitant d'avoir à ramper. Passons maintenant au tireur. Qu'est-ce qui donne un alibi à Jacqueline de Belfort? Monsieur Doyle a insisté pour que Mademoiselle de Belfort ne soit jamais laissée seule, du moment du coup de feu jusqu'à ce matin. Ça lui a donné un alibi en béton pour le meurtre de Madame Doyle. Ainsi, entre eux deux, on trouve toutes les qualités requises. Le cerveau froid et ingénieux de Jacqueline de Belfort et l'homme d'action pour exécuter le plan avec une rapidité et une précision remarquables. Regardez les choses sous le bon angle et tout devient limpide. Simon Doyle et Jacqueline étaient amants. Acceptez qu'ils le sont toujours et tout s'éclaire. Simon se débarrasse de sa riche épouse, hérite de son argent et, en temps voulu, épouse son amour de toujours. Tout était diaboliquement ingénieux. La persécution de Madame Doyle par Jacqueline faisait partie du plan, tout comme la rage feinte de Simon. Une nuit, sur ce bateau, j'ai cru entendre Simon et Lynette devant ma cabine. Lui disait « Nous devons en finir maintenant ». C'était bien Doyle, mais c'était à Jacqueline qu'il s'adressait. Le drame final était parfaitement orchestré et minuté. On avait prévu un somnifère pour moi au cas où je me serais montré gênant. On avait choisi Mademoiselle Robson comme témoin de la mise en scène. Même les remords et les cris exagérés de Mademoiselle de Belfort étaient planifiés. Elle faisait assez de bruit pour s'assurer qu'on n'entende pas le coup de feu. C'était une idée extraordinairement astucieuse. Jacqueline dit qu'elle a tiré sur Doyle. Mademoiselle Robson le confirme. Monsieur Hayashi aussi. Et quand on examine la jambe de Simon, il a effectivement été blessé. Tout semble irréfutable. Tous les deux ont un alibi parfait. Évidemment, le plan s'accompagne d'un certain niveau de souffrance et de risque pour Simon Doyle. Mais il fallait que sa blessure l'empêche réellement de bouger. Mais ensuite, le plan tourne mal. Quelqu'un voit M. Doyle entrer dans la cabine de son épouse.
Louise Bourget était réveillée. Elle est montée sur le pont et elle a vu Simon Doyle courir vers la cabine de sa femme et revenir. Elle a voulu monnayer son silence, signant ainsi son arrêt de mort. Mais Monsieur Doyle ne pouvait pas la tuer. Non, c'est son complice qui s'en est chargé. Dès qu'il a pu, Simon Doyle a demandé à voir Jacqueline. Il a même insisté pour qu'on les laisse seuls. Il lui a parlé du nouveau danger. Il fallait agir vite. Il savait où se trouvaient les scalpels du docteur Bessner. Mais là encore, un problème est survenu. Madame Otterbourne a vu Jacqueline aller au salon. Et elle est bêtement venue en informer Simon. Jacqueline était la meurtrière. Vous vous souvenez de la façon dont Simon a crié sur la pauvre femme? Nous pensions qu'il était sous le choc, mais la porte était ouverte et il essayait de prévenir son complice du danger. Elle a entendu et elle a réagi instantanément. Elle se souvenait que Pennington avait mentionné un revolver. Elle s'en est emparée, s'est faufilée jusqu'à la porte, a écouté et, au moment crucial, a tiré. Elle s'est vantée d'être une excellente tireuse et ce n'était pas une vaine fanfaronnade. J'avais dit, après ce troisième crime, qu'il y avait 3 façons dont le meurtrier pouvait s'échapper. Il pouvait partir vers l'arrière, auquel cas Ferguson était coupable, il pouvait sauter à l'eau, très improbable, ou il pouvait entrer dans une cabine. La cabine de Jacqueline n'était qu'à 2 portes de celle du docteur Bessner. Elle n'avait qu'à lâcher le revolver et se précipiter dans sa cabine. C'était risqué, mais c'était sa seule chance. Tu as tué ma mère, sale sorcière! Rosalie, non! Je comprends, mais l'agresser ne changera rien. Voyons, comment pouvez-vous écouter les divagations de ce vieux fou? Toute sa grande théorie repose sur des élucubrations sorties de nulle part, sans la moindre preuve. C'est bien là ce que vous espérez, n'est-ce pas, jeune homme? Très bien. Vous voulez plus de preuves. Vous espérez que Poirot n'est qu'un vieil imbécile sénile. Alors, dans ce cas, laissons quelqu'un d'autre s'égarer un peu. Mademoiselle Royce, si vous voulez bien. Avec plaisir. La preuve irréfutable est minuscule, mais regardez ici. On voit que le bois est endommagé. Et la balle qui en est responsable est encore logée dans le trou. Je suis certaine que l'expertise balistique prouvera qu'il s'agit d'une balle de calibre 22 tirée avec l'arme du crime. C'est la balle que Mademoiselle de Belfort a tirée sur Simon Doyle. Elle a fini dans le mur, pas dans sa jambe. Soyez maudits! Ah, soyez maudits, vous deux! Notre plan était parfait. Il a fallu que 2 détectives fouineurs viennent tout gâcher. Jackie et moi allions être riches et heureux. Nous le méritions. Et voici la sanction de notre échec. Simon, mon amour, laisse-moi parler. Vous étiez trop malin pour nous, monsieur Poirot. Cette nuit-là, à Assouan, vous m'avez dit de ne pas ouvrir mon cœur au mal. Aviez-vous déjà deviné ce que j'avais en tête? Je savais seulement que mes paroles étaient justes. C'était vrai. J'aurais pu m'arrêter ce soir-là, vous savez. J'ai failli le faire. J'aurais pu dire à Simon que je ne voulais plus continuer. Mais alors peut-être... Voulez-vous entendre toute l'histoire, depuis le début? Si vous voulez bien me la raconter, mademoiselle. Tout était très simple en réalité. Voyez-vous, Simon et moi nous aimions. Et pour vous, l'amour aurait suffi. Mais pas pour lui. On peut dire ça comme ça, oui. Simon a toujours voulu avoir de l'argent, terriblement. Mais il n'a jamais essayé d'épouser une femme riche et odieuse. Ce n'était pas son genre. Puis nous nous sommes rencontrés. Notre amour était une évidence dès le premier regard. Nous étions fauchés, mais nous voulions nous marier. Nous étions dans une impasse.
Et c'est là que j'ai pensé à Lynette. Ça changerait tout pour moi et Simon si elle lui offrait un emploi. C'est à peu près à cette époque que vous nous avez vus. Cette nuit-là, chez ma tante. Vous savez, monsieur Poirot, j'aimais Lynette, vraiment. Elle était ma meilleure amie. Et je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse nous séparer. Mais elle a tout fait pour me prendre Simon. Je pense qu'elle n'a pas hésité plus d'une minute. J'étais son amie, mais ça lui était égal. Elle s'est jetée sur Simon, tête baissée. C'est pour ça que je ne ressens aucun remords pour elle, même maintenant. Et Simon se moquait bien d'elle. Mais il aimait l'idée de son argent. Bien sûr, j'ai compris. Finalement, je lui ai suggéré que ce serait peut-être une bonne chose s'il me quittait pour épouser Lynette. Mais il a balayé l'idée. Il disait que, argent ou non, ce serait l'enfer d'être marié à elle. Son idée de la richesse, c'était de l'avoir pour lui seul. Il en parlait souvent, d'une manière ou d'une autre. À quel point ce serait pratique si Lynette mourait. J'ai dit que c'était une idée atroce, et alors il n'en a plus parlé. Mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'il avait pris sa décision. Et j'étais terrifiée, simplement terrifiée. Parce que, vous voyez, j'ai compris qu'il ne s'en sortirait pas. Il n'avait aucune subtilité et aucun sens de l'anticipation. Alors j'ai dû m'en mêler aussi, pour veiller sur lui. J'ai réfléchi encore et encore, tentant d'élaborer un plan. Il me semblait que la base de l'idée devait être une sorte d'alibi croisé. Simon et moi devions, d'une manière ou d'une autre, apporter des preuves l'un contre l'autre. Mais en réalité, ces preuves devaient nous innocenter totalement. Ce serait facile pour moi de prétendre haïr Simon. C'était une réaction plausible, compte tenu des circonstances. Puis, si Lynette était assassinée, j'aurais probablement été soupçonnée. Il valait donc mieux que je sois suspecte dès le départ. Nous avons peaufiné les détails petit à petit. Et même là, Simon est allé écrire un J avec du sang, ce qui était une idée stupide et mélodramatique. C'est tout à fait son genre, mais tout s'est déroulé comme prévu. Et puis, il y a eu Louise. Oui, ce n'est pas votre faute si Louise Bourget n'a pas trouvé le sommeil cette nuit-là. Cette sale Française a voulu nous faire chanter. J'ai fait semblant de la supplier. Je lui ai apporté tout l'argent que nous avions pu réunir. Et puis, pendant qu'elle comptait, je l'ai fait. C'était tellement simple. C'est ça qui est effrayant. C'est si terriblement facile. Mais même là, nous n'étions pas tirés d'affaire. Madame Otterbourne m'avait vue. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai simplement agi dans l'instant. C'était presque grisant. L'amour peut être une chose effrayante. C'est pourquoi les plus grandes histoires d'amour sont souvent des tragédies. Ne vous en faites pas trop pour moi, monsieur Poirot. Après tout, j'ai toujours vécu intensément, vous savez. Jackie, j'ai tout gâché. Je regrette tellement, mon amour. Si j'avais su tout ça avant... Ce n'est rien, Simon. Un jeu insensé, et nous avons perdu, c'est tout. Attention, elle a pris mon arme. Adieu, mon amour.